Bonjour à tout le monde. Ce que je voudrais te dire aussi, qui me semble important, mais toi tu étudies ta recherche du côté de plus des représentations sociales, c'est que, homme ou femme, on est porteur d'une bisexualité psychique. D'accord ? Pour du coup une fonction maternelle, dont je suis porteur, et une fonction paternelle dont les infirmières sont porteurs. Il suffirait de voir, par exemple, dans une unité de soins, qui est garant du cadre. Ça, c'est peut-être une femme plus qu'un homme. C'était juste questionnement et qui va faire du lien, mais effectivement, avec ce qui a aussi été évoqué hier. Alors, quand on est chercheur, on est un petit peu comme un... Il y a quelqu'un qui attend un bébé, qui est intervenu hier. On est des guetteurs. On est des guetteurs. On est des guetteurs. Qu'est-ce que c'est, guetter ? Par rapport à sa recherche, il est habité par sa recherche, et Chantal Aymar lui a tendu la perche en lui expliquant qu'effectivement, quand elle avait quitté le métier d'infirmier pour être maître de conf, elle devenait un homme. Et ça t'a parlé, ça. D'accord ? Moi, hier, c'est pas ça qui m'a fait sursauter. 2 personnes m'ont fait sursauter hier. Florence Schmitt, d'accord, et Aurélie Péritas, pardon. Florence, dans son travail, elle parle un petit peu de ses trouvailles de thérapeute. Et entre autres, l'histoire de cette plante. Alors j'ai eu peur à la bambouseraie. Je me suis dit, si à chaque fois elle fait exploser les plantes, à la fin, il n'y a plus en avoir. C'est l'image de la famille aussi. D'accord, ouais. Mais alors, ce qui était intéressant là, pour moi, dans mon travail, en quoi ça faisait écho, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Besson, qui est un écrivain. Il dit quelque chose qui, moi, me touche, et ça a fait résonance chez moi, c'est que la froideur des pères fait l'extrême sensibilité des fils. D'accord ? Donc, on voit bien que quand on est dans une posture de chercheur, on guette, on va entendre des choses, on va essayer de les associer. C'est un petit peu ce qu'explique Bion dans tout ce qui est le travail de la pensée. Comment des pensées sauvages vont finalement, au fil du temps, devenir des pensées apprivoisées. C'est peut-être ce qu'on fait, nous, quand on est praticien chercheur, c'est peut-être essayer d'avoir un regard sur un objet qui nous tient à cœur, d'accord, et sur lequel on va pouvoir parler, construire un savoir, une connaissance, qui va faire un petit peu avancer la science. D'accord ? Deuxième chose qui m'a interpellé hier, parce que c'est le travail de ma recherche, c'est ce que disait Aurélie. Lorsqu'elle parlait de la contention, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a dit quelque chose qui, moi, m'a touché. L'âme soignante peut se casser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase. D'accord ? Je trouve ça très intéressant, dans le sens que l'âme soignante peut être attaquée. Qu'elle soit attaquée dans la relation avec le patient, j'ai envie de dire, c'est notre métier. On est là pour ça. On est là pour développer effectivement cette fameuse fraction contenante, c'est-à-dire réceptionner les matériels bruts ou le matériel brut de ce qui fait souffrance chez le patient, d'accord ? De pouvoir, en fonction de ce qu'on a pu comprendre, de ce qu'il nous donne, lui restituer, détoxiquer. Ça a des effets ou ça n'a pas d'effet. Donc on va pouvoir utiliser, la relation quand c'est possible pour contenir. Il y a des moments donnés, c'est pas possible. Donc le professionnel va être en tension. Dans contention, moi j'entends contention. C'est-à-dire que pouvoir, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, je pense que oui, contenir quelqu'un physiquement, on se dit mais qu'est-ce que je fais ? J'ai un exemple, j'étais de garde le 1er janvier, un adolescent qui arrive en crise, sur l'emprise de produits, ils étaient à 10
personne dessus pour le contenir. Et on se dit, ça renvoie l'image d'un tortionnaire. Ça renvoie l'image d'un sadisme presque ordinaire. Dominique, tu me disais il y a quelques années, je trouvais ça intéressant, je disais, moi, je ne peux pas faire ça. Je m'y habituerai jamais. Et il me dit, heureusement. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de s'habituer finalement à faire des choses qui fait qu'on glisse peut-être vers quelque chose d'autre. Là, je parle du soin, on est entre nous, ça nous parle. D'accord ? En tant que praticien aussi, clinicien, c'est mon boulot. Sauf qu'aujourd'hui, si vous avez la chance de vous balader dans les unités de soins, comme j'ai encore la chance de pouvoir le faire, je rencontre des équipes en souffrance. Je rencontre des équipes qui sont en difficulté. Je rencontre des équipes qui sont dépressives. Je rencontre des équipes qui sont morcelées, presque de quelque chose qui est d'un fonctionnement schizo-paranoïde. Je rencontre des équipes paranoïaques. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que les gens du soin sont impactés par quelque chose qui viendrait de l'extérieur, finalement ? Ce serait quoi, cet extérieur ? C'est ça dont je vais parler. Je vais vous prendre mon expérience de ce que j'ai pu vivre, c'est-à-dire que les logiques managériales et gestionnaires sont dans un fonctionnement d'emprise, prennent toute la place, ou beaucoup de place, et ce qui fait que les patients, comme les soignants, peuvent être mis en difficulté. Quand j'ai commencé mon boulot, j'ai été formé donc comme infirmier de secteur psychiatrique, et j'avais un formateur qui m'a marqué, une sorte de figure d'identification. Il disait 3 choses sur le soin. La troisième, j'ai mis énormément de temps à la comprendre. Les 2 premières, ça m'habitait, ça me parlait. Le soin en psychiatrie est une rencontre. Tous d'accord avec ça. Ok ? Rencontrer l'autre, c'est fabuleux. Quand on arrive à ça, il se passe plein de choses. C'est ce que Florence nous a expliqué avec la plante. Comment elle a pu rencontrer ce patient-là sur finalement quelque chose qui était très important pour lui, sur ses valeurs, ses enfants. Et elle a pu le mettre au travail. Il a pu se déplacer. Deuxième chose, qui aussi pour moi est important, le soin est une activité de pensée. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit bien que si le soignant pense, si l'institution pense, le patient va pouvoir s'appuyer sur ça, sur ces pensées-là. D'accord ? Et lui-même s'autoriser à penser par lui-même. Même si c'est du délire. Parce que dans le délire, beaucoup de choses est dit. De ce qui fait énigme, de ce qui fait problème. Je vous rappelle, Sigmund Freud disait que le délire était une tentative de guérison. Ok ? Alors, plutôt que d'essayer d'abraser, donner finalement un traitement pharmacologique comme on voit beaucoup, peut-être d'autres moyens ou d'autres solutions que d'abraser psychiquement un patient. Ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Troisième chose, le soin est politique. Et oui, mais ça, j'ai été dans mon petit précaré à l'époque où effectivement il y avait la psychothérapie institutionnelle, on avait effectivement des praticiens hospitaliers qui étaient ce qu'on appelle des ponts, des références, mais ces gens-là sont partis. Il y a toute une filiation qui a quitté l'institution. S'ils ont transmis, pas forcément de soucis, mais ça bouge. D'accord ? On voit aussi quelque chose, moi qui me pose question aussi au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez ça dans vos institutions, mais les gens, les soignants qui arrivent, ils n'arrêtent pas de bouger. À peine arrivés, il faut partir. Dans une clinique du pôle où je travaille, l'infirmière, une des infirmières les plus anciennes, dans une clinique d'entrée, a 1 an dans la clinique. Qu'est-ce qui peut se transmettre ? Donc on voit bien qu'aussi il y aurait quelque chose qui serait une crise de la transmission. Peut-être aussi que notre société, au jour d'aujourd'hui, parce que la psychiatrie ne vit pas en dehors de la société, la société aussi vivrait peut-être un malaise dans la culture, un malaise dans la transmission. Alors,
Qu'est-ce qui fait qu'on fait une recherche? Qu'est-ce qui fait qu'on se met en recherche? Je vais essayer de répondre à ma manière, de façon singulière, mais la première question peut paraître étonnante lorsqu'on est acculturé, en tout cas à la démarche clinique. Parce que vous imaginez bien, en tant que clinicien, je ne vais pas du tout, ma méthode de recherche va être complètement différente que la tienne. C'est ça qui est aussi très intéressant. C'est-à-dire que peut-être que si je travaillais sur son objet de recherche, je le travaillerais effectivement peut-être sur la fonction psychique, sur la bisexualité. C'est ça qui m'intéresserait. Voir à quel moment finalement la fonction maternante va intervenir par rapport à la fonction paternante. Et est-ce qu'une femme, comme un homme, peut bien articuler ces deux choses-là, sans que ça la mette en difficulté? Peut-être aussi en fonction de son histoire. Ok? Cette question, c'est pas moi qui l'ai posée, hein. Je ne sais pas si certains connaissent, peut-être Chantal tu connais, Jacqueline Barus-Michel, qui pose en 86, ça date, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Que cherche-t-on si ce n'est ce qui pose question à soi-même? Je vais noter un petit peu plus loin. Quel travail finalement psychique le chercheur doit-il entreprendre pour trouver un lien suffisamment tempéré avec son objet de recherche? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que je pense que quand on est chercheur, c'est Jacqueline Barus-Michel qui écrivait, on peut être désarmé sur ce qu'on travaille. D'accord? Il faut pouvoir s'armer. Pas si simple que ça. Donc finalement, il y a tout un travail à faire entre implication et distanciation. Seconde question, plus en lien avec ce que j'ai envie d'aller chercher, qui me semble quelque chose de très important au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les logiques managériales ont comme impact psychique sur les professionnels qui travaillent en psychiatrie? Première question. Deuxième question, est-ce que ça vient toucher le rapport au savoir? Alors, je travaille, tu as parlé de ton université, je suis à Paris 10 Nanterre, j'ai la chance, oui, de travailler dans l'équipe savoir, rapport au savoir et processus de transmission au sein du CREF, et ma directrice de thèse est Françoise Bréant. Et donc du coup, ces questions-là, si j'ai pu valider ma recherche, ça m'intéressait. Alors, la troisième question, effectivement, elle est autour de la transmission. Transmission clinique, dans le champ du soin, bien sûr, mais aussi dans le champ de l'information. D'accord? Qu'est-ce qui menace finalement cette transmission clinique aujourd'hui, aussi bien dans le champ du soin que de la formation? Donc, je vais repartir dans mon exposé. Je vais essayer d'aborder trois choses. Ma situation clinique de départ. Donc, je vais parler de moi. Okay, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti, de quelque chose qui est affecté. Ce n'est pas désincarné. Hein, parce que c'est vrai qu'hier, quand on entendait les chercheurs, on avait l'impression que c'était un petit peu désincarné, qu'il n'y avait pas de sujet. Bien sûr qu'il y a des sujets. Alors, certaines sciences vont barrer ces questions-là. L'implication du chercheur ne va pas rentrer dans le processus de connaissance. Dans la démarche clinique, on va travailler avec cette question du transfert et du contre-transfert. Donc ce sera le premier point. Le deuxième point, qui me semble important, c'est quel dispositif de formation qui est mis en place à Nanterre pour que je puisse faire ce travail-là. Et on va voir qu'il faut des espaces. On n'a pas parlé, mais par exemple, le séminaire est un espace. Ce qui s'est passé hier, je peux vous dire,
À un moment donné, je me suis échappé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a cet outil-là. C'est ce qu'on appelle des carnets de bord. Et j'ai écrit des choses. D'accord ? Donc, le dispositif de recherche, comment peut finalement travailler ces questions de l'implication et de la distanciation quand l'objet de recherche est trop proche de soi. Troisième chose, si j'ai le temps, travail du contre-transfert. Je suis qu'au début de ma recherche, pardon. Ça va faire, j'entame ma 2e année. J'ai pas fait, et c'est très intéressant parce que chaque chercheur finalement va créer son propre parcours. Je disais, je pense que faire de la recherche, je pense qu'on ne fait pas de la recherche, c'est qu'on est en recherche. C'est complètement différent. Je prends la métaphore du voyage. Est-ce qu'on fait un voyage ou est-ce que c'est le voyage qui nous fait? D'accord? Alors 10 minutes, tout ça, moi je suis mal à l'aise. Ouais, je suis désolé. Il savait que c'était très très court. Bon. J'ai quand même fait un entretien exploratoire. Ok? C'est-à-dire que j'ai été rencontrer, effectivement, une professionnelle que je connaissais, donc pas simple non plus, parce que effectivement, il y a un dispositif dans la démarche clinique, sur les entretiens de recherche clinique, il y a un dispositif, un cadre très très finalement serré sur des consignes, sur la façon dont on va rencontrer. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais il y a un texte qui est assez remarquable, c'est celui de Catherine Yelnik qui a écrit sur quel dispositif mettre en place dans les entretiens cliniques. Quand je vous dis que la recherche, quand on est en recherche, c'est que ma consigne sur mon entretien clinique, je l'ai trouvée sous la douche, en prenant une douche. Et là, je peux vous dire, j'ai appelé ma femme et je dis prends un crayon et vas-y, parce que je l'ai là, mais après je l'aurais peut-être pu. Je me rasais pas. Non. D'accord. Merci. Donc on est quand même habité par ces questions-là. Bon, ça fait partie du processus. Je veux dire, on prend un chemin en fait. On prend un chemin et les escaliers, il y en a qui vont les monter vite fait, d'autres qui vont le monter doucement. Moi, je serais plutôt l'éloge de la lenteur. J'irai tranquillement. Toi, tu t'es donné combien? 4 ans? 5 ans? 5 ans? Un petit peu plus. Mais il me reste combien? 10 minutes? Non, mais là, il faut sortir de la liste. Non, parce que moi, je suis très castatrice, je suis désolée, mais c'est sous les ordres de Jean-Paul Martin. Je suis désolé parce que, vous savez, Jean-Paul me connaît. Votre temps de parole est quasiment terminé. Ouais. Jean-Paul. Jean-Paul, 5 minutes, 10 minutes. Parce qu'il savon, la douche. Voilà. 10 Ok, minutes. ok, 10 minutes. 10 On minutes. va y aller, voilà. Merci Jean-Marie de m'aider. Je vais directement aller à la conclusion finalement. Je me dis, c'est terrible, c'est terrible. Ouais. Je vais vous lire un bref passage de l'entretien exploratoire de cette infirmière que j'ai été voir. Ok ? Elle rencontre son directeur de soins. Elle va rencontrer son directeur de soins parce que sur le lieu où elle travaille, elle est en très très grosses difficultés professionnelles. Elle est courageuse. Je vous lis ce qu'elle a, ce qu'elle dit. Je me sens dans une situation professionnelle difficile dont je voudrais vous faire part et je ne souhaite pas improviser pour m'exprimer clairement et ne rien oublier. Elle avait écrit un texte, d'accord ? Ainsi, permettez-moi de vous lire ce que j'ai préparé. Cette situation est certes personnelle et mon vécu subjectif, mais elle s'explique
plus fondamentalement par une situation collective liée à un management dont les évolutions récentes produisent des effets chez les soignants et de la souffrance au travail. J'ai bien tenté de m'y adapter depuis 8 mois. J'ai aussi initié à plusieurs reprises le dialogue avec mes supérieurs directs, tout en constatant que je n'étais pas la seule à en souffrir. Voilà 13 ans que j'exerce le métier d'infirmière de façon investie, épanouie, et c'est la première fois que je traverse une telle difficulté ou de telles difficultés qui m'obligent à une abnégation quotidienne pour me rendre au travail et pour en limiter les effets sur ma vie personnelle. Je travaille depuis 8 ans dans une structure dans laquelle j'ai mûri professionnellement et à l'aune d'une conception précise de mon métier et du lien thérapeutique. Dans le contexte de cette unité de soins, créer cette alliance thérapeutique me paraît d'autant plus important qu'elle conditionne la suite de la trajectoire des patients et de leur disposition à suivre en toute confiance les soins extra-hospitaliers, et je suis convaincu, car je l'ai expérimenté, que ce lien ne peut se construire que par une marge d'initiative permettant à l'infirmière d'investir son rôle propre. Car ce lien ne s'établit pas selon les pratiques préétablies, mais dépend des singularités de chaque patient. On est tous d'accord avec ça. Ainsi, au-delà de notre rôle sur prescription, notre métier consiste aussi à avoir une démarche réflexive sur ce que nous engageons auprès du patient, sur ce que nous pouvons imaginer pour lui offrir un soin plus adapté. Posture de praticien réflexif. Or, c'est précisément ce que je ne parviens plus à faire. Ce que le nouveau management m'autorise plus. Je n'ai tout simplement plus la possibilité d'engager une relation bienveillante et de confiance. Je note par ailleurs, sans pouvoir en étayer la cause, une recrudescence des comportements violents et un taux croissant de réhospitalisation. Une dizaine d'entre eux ont été réhospitalisés en 8 mois. Ce qui m'explique, en 8 mois, c'est passé peut-être sur des réhospitalisations, ce qui s'était passé sur les 3-4 dernières années, où il n'y avait pas eu de réhospitalisation. Ça correspondait à des rechutes qu'on voit dans le soin psychique. En 8 mois, il s'est passé ce que j'appelle la destruction du cadre interne des soignants, entre autres la destruction de la fonction contenante. Que dire, je continue, que dire de ce reproche sous forme de cette unique approbation consistant à se satisfaire que notre taux de cotation a augmenté, mais après, je cite, un rabassage, j'ai du mal à dire. Depuis ces derniers mois, je perçois l'interrogation et le doute sur mes compétences. C'est particulièrement le cas quand à midi, à nos transmissions cliniques interéquipes sont ostensiblement évaluées par une prise de notes sans explication dans l'instant et en réaction à nos propos. L'insécurité pèse aussi lorsque nous sommes contraints de laisser seule une AMP avec les patients, pourtant sous notre responsabilité. Or, nos missions sur l'extérieur, essentiellement des visites à domicile, nécessitent une observation clinique infirmière. Je vais vite et je passe sur les détails des comportements, des paroles infantilisantes, voire méprisant, les patients eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore là, celle-là? C'est cet écueil de fond qui me laisse dans une situation de doute, de souffrance, en proie au sentiment d'être dépossédé d'un rôle que je tiens en haute estime et en proie à des périodes d'insomnie ou des pertes d'estime personnelle, aussi auprès des mois de tergiversation et maintes tentatives de dialogue ouvert. Je sollicite votre compréhension afin que vous me permettiez un changement de poste. Il faut conclure. Oui, je vais conclure en disant c'est ce que j'ai vécu moi, en tant que cadre de santé. Une réorganisation sur lequel tout le travail qui avait été fait pendant des années a été carrément laminé. D'accord ? Donc, c'est ça qui, moi, m'a permis de me remettre en recherche.
cet élément-là. Un autre élément aussi important, puisque j'ai aussi eu la chance dans mon parcours d'être directeur d'étudiants cadres sur leurs travaux de recherche, je travaillais sur la méthode clinique, et l'IF16 avec qui je travaillais, sur la même année, m'a interdit de transmettre cette méthodologie de recherche. Il fallait rester dans une méthodologie hypothético-déductive. Ok. Voilà, j'arrêterai là. Excusez-moi pour glisser un petit peu au niveau du temps. Merci de m'avoir écouté.